Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on parle des complications neurologiques de la drépanocytose. Sachez que le 19 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Donc, je suis bien entourée ce matin pour parler de ça, pour vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que la drépanocytose, parce qu'on continuera toujours à en parler, puisque la lutte continue tous les jours, pour que au moins ce soit ancré dans le quotidien de chacun d'entre nous. Tout à l'heure, docteur Romé, vous parliez des signes chez les enfants, que souvent ça peut, selon les formes, que les signes peuvent varier et puis peuvent aussi arriver un peu tard dans la vie de l'enfant. Donc, comment expliquez-vous ça, que les signes qui peuvent aussi arriver plus tard, c'est-à-dire que je sais pas, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, on sait que cette personne est porteur quand même de cette maladie. Oui, comme je l'ai expliqué au départ, c'est en fonction des formes. La drépanocytose, on peut dire que c'est un mot aujourd'hui bateau, d'accord. Les massives. Les massives, voilà, c'est un peu dans lequel on va mettre beaucoup de choses. Ouais. Donc, en fonction de la forme, la manifestation est différente. Donc, il y a des formes où la maladie est beaucoup plus bruyante, va commencer plus tôt, avec beaucoup de signes et tout. Et il y a d'autres où la maladie est plus insidieuse, c'est-à-dire va commencer plus tardivement, avec des signes moindres. Donc, c'est la forme en question. Mais de toutes les façons, c'est le diagnostic qui nous permet de savoir c'est quelle forme, etc. Okay. On ne peut pas se baser rien que sur les signes pour dire que c'est ça ou ça, même si certains signes font penser plus à certaines formes. On va parler un petit peu des complications, puisque les complications, il y en a beaucoup. Oui, en fait, les complications... Mais aujourd'hui, ce qui nous lie, c'est tout ce qui est neurologique. Oui. Voilà. Maintenant, il faut dire que tous les organes du corps humain, comme je l'ai dit, entre-temps, c'est un problème d'oxygénation. Comme les cellules sont privées d'oxygène, ils développent des affections en fonction. Donc tout l'organisme a, toutes les parties du corps ont leurs complications. Donc aujourd'hui, nous allons juste nous attarder sur ce qui est sur le plan neurologique. Et là aussi, nous allons juste donner les grosses, les grosses complications. On va pas aller dans les petites complications pour qu'on aille vite. Et sachant que les grandes complications neurologiques ne surviennent que dans les formes majeures de cette maladie, notamment la SS. Et donc, comme l'a dit le confrère, c'est au-delà de 75% de S qu'on parle de SS. Et c'est ces gens qui développent, dans 95% des cas, les complications au plan neurologique. Et la première complication, je l'ai dit quand je faisais les émissions sur les AVC, c'est les accidents vasculaires cérébraux. Et maintenant, chez les enfants, habituellement, c'est des AVC ischémiques, c'est-à-dire que c'est le vaisseau qui se bouche. Maintenant, quand ils deviennent adultes, c'est le vaisseau s'éclate, c'est les hématomes. C'est-à-dire que là, c'est le sang qui se déverse dans le cerveau. Et tout ceci arrive, c'est parce que ces enfants ou bien ces personnes, arrivées à un moment de leur suivi, ont décroché. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus voir le médecin et ou bien prennent plus les médicaments qui leur sont destinés, ou bien pour une raison X ou Y, et le suivi a eu un souci. Sinon, si ces enfants sont bien suivis régulièrement, ils vont voir nos collègues hématos. Et les gens pensent que les hématos, ils ne sont là que pour voir dans les microscopes. Non, ils font des consultations en bonne et due forme. Et puis, en fait, il y a des hématocliniciens et des hématos qui ne font que de laboratoire, mais ils voient les drépanocytaires et d'autres maladies du sang. Et donc, quand vous allez régulièrement voir ces spécialistes, ils vont vous rendre la vie meilleure, parce que ces enfants auront moins de complications. Parce qu'il y a des vaccinations à faire à certaines périodes que les autres ne doivent pas, en fait, que les autres peuvent faire s'ils le veulent, mais qui sont optionnels chez les autres. Maintenant, tout ça là, c'est lorsque vous avez un suivi en bonne et due forme. Donc, je disais, la première complication, je dirais plus de 50% des cas, c'est les AVC. Et les AVC, ce n'est plus la peine de revenir là-dessus. Si on veut faire le résumé, c'est souvent des enfants comme des adultes
Puis on a fait également les AVC chez les enfants ici sur ce plateau. Pour faire un petit rappel, c'est des enfants, d'abord, si c'est les tout petits, autour de 6 mois et plus, ils font des crises d'épilepsie à répétition, et à l'examen on va le voir, on voit qu'il y a un côté qui bouge moins que l'autre. Ou bien quand l'enfant ne fait que pleurer, mais des fois c'est même pas des crises, hein. L'enfant il pleure de façon inhabituelle, ou l'enfant dort de façon inhabituelle. Il faudrait que cet enfant soit amené rapidement à l'hôpital pour qu'on vérifie pourquoi. Et puis les enfants, habituellement, c'est 16 heures de jeu. Et quand l'enfant, au moment où il devait jouer, il ne joue pas, il dort. Il faudrait que l'enfant soit amené rapidement à l'hôpital pour voir ce qui se passe. Okay. Donc maintenant, chez les adultes, c'est habituellement une partie qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il y a une paralysie d'une moitié du corps, ou la bouche qui est déviée, ou la personne perd la parole, ou si l'enfant est un peu plus grand, il peut dire qu'il a des maux de tête inhabituels, atroces, qui sont survenus brutalement. Et c'est par là qu'on sait que la personne a eu à faire un AVC. Maintenant, il y a la deuxième complication qui est moins fréquente, c'est les crises d'épilepsie, qui sont en fait des conséquences du fait que les cellules nerveuses ont été privées d'oxygène pendant un temps. Chez les drépanocytaires ? Oui. Okay. Et qui n'ont pas fait d'AVC. Et sachant que même après un AVC, il y a l'autre complication qui est la crise d'épilepsie. Mais ici, c'est des enfants qui n'ont pas fait d'AVC, mais qui ont secondairement des crises d'épilepsie qui sont liées en fait au fait que les cellules nerveuses sont mortes parce qu'ils n'ont pas eu d'oxygène. Puis le cerveau ne se nourrit que de deux choses, de l'oxygène et du glucose. Donc quand il n'y a pas d'oxygène, il ne peut pas utiliser son glucose pour se nourrir, et donc du coup, elle meurt. Et comme je l'avais dit dans une émission, les cellules nerveuses ne se multiplient pas. Et donc quand elle meurt, il y a une cicatrice qui est source d'épilepsie secondaire chez cette personne-là. Maintenant, il y a un gros tas où on met ces maladies. On parle d'encéphalopathie, c'est-à-dire que c'est des maladies liées à une souffrance du cerveau, aussi liées au fait qu'il n'y a pas suffisamment d'oxygène pour le cerveau qui développe un certain nombre de maladies. Donc je peux pas, encéphalopathie, c'est, disons, le cerveau qui est malade. Donc, et quand ils viennent en euro, nous mettrons des noms sur ces maladies, puis c'est de beaucoup de maladies, donc on les a regroupés sur ce terme pour qu'on puisse parler de façon résumée de ces maladies. Donc globalement, les grosses complications, c'est les AVC en tête, celui des épilepsies et les encéphalopathies qui sont liées au fait que le cerveau de ces enfants ou bien de ces personnes sont mal oxygénés. Ok. On va justement parler de sensibilisation et de prévention. Justement, Madame Stone, vous êtes présidente fondatrice de l'ONG Caring for All, donc vous intervenez dans la lutte contre la drépanocytose au quotidien. Donc parlez-nous un petit peu de comment sensibilisez-vous la population, comment portez votre voix. Moi, je vais bien. C'est quotidien parce que, étant victime de cette maladie, vous connaissez mon histoire. Bien sûr. J'ai pris sur moi, même si je rencontre une personne, je suis pas obligée d'aller dans un grand marché. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, je pense qu'il faut que lui en parler. J'en parle. Pourquoi? Parce qu'il est temps. Il est temps vraiment. Moi, je tiens à remercier les deux médecins ici d'avoir tout expliqué, et j'espère que tous ceux qui suivent cette information peuvent en tirer quelque chose là-dessus. Il faut sensibiliser, et c'est ce que je fais. Et chaque année, vous étiez avec moi l'année dernière, on a fait une sensibilisation de ouf, les gens en parlent toujours. Moi, je pense qu'il faut toujours sensibiliser, à l'église, au marché, partout, il faut sensibiliser. Et c'est ce que je fais, et je le fais avec mon équipe à chaque instant. Et surtout aller dans les écoles. Oui, dans les écoles. Oui. Bon, malheureusement, dans les écoles, il faut avoir des permissions. Bon, moi, j'ai écrit des lettres, personne ne m'a jamais répondu. Je veux bien aller dans les écoles, dans les établissements. J'attends la réponse pour y aller, parce que c'est là où se regroupent ces enfants. C'est à partir de là, il faut les toucher. Si je n'ai pas d'autorisation, je ne peux pas y aller. Donc, j'attends. Non, mais ça va venir, il faut continuer. J'attends. Mais sinon, j'attaque aujourd'hui les églises. Oui, les églises aussi. Chaque dimanche, on va dans les églises, on en parle. Et les gens apprécient beaucoup. Et à partir de là, je vais vous donner une histoire. Là, un garçon, il avait une copine. Après notre sensibilisation, il a amené sa copine pour faire le test. Il se peut que la fille ait AS. Il a laissé. 2 mois après, il a ramené une autre. On a fait le test AS. Il a ramené 5.
AS. AS, il n'a jamais trouvé encore. Donc, c'est à cause de notre sensibilisation qu'il a compris quelque chose qu'il faut alors éviter de faire des enfants malades. Et c'est vraiment une bonne chose. Et je pense que... C'est pas évident non plus quand on s'aime de laisser comme ça. C'est ça aussi. C'est dur. Oui, mais l'amour, il n'y a pas que vous deux. Oui, c'est ça. Si vous êtes amoureux, vous êtes là pour créer. Ben, si vous créer des enfants malades, mais l'amour va disparaître. Et après, c'est la haine qui prend la place. Hein, docteur? Ah, bien sûr. Ah, bah oui. Et la fuite. La fuite. Bonjour, la fuite. Hein. Mais justement, Madame Stone, quel message vous avez pour les jeunes couples et également les parents qui ont déjà ces cas-là? D'abord, les parents qui ont déjà ces cas, je suis la dame, je suis madame qui a ce cas, qui gère jusqu'à aujourd'hui. Mon fils, il est encore à vie. Je pense que les dames, la famille qui ont des enfants de cette maladie doivent vraiment veiller sur le bien-être de leurs enfants. D'abord, il faut bien nourrir ces enfants-là. Il faut que ces enfants-là se reposent bien. Il ne faut pas les fatiguer. Ce sont des enfants, les docteurs peuvent approuver qu'il ne faut pas les énerver. Parce qu'une fois ils sont énervés, je ne sais pas ce qui déclenche, alors ils sont malades. Il faut aller calmer, et tout de suite, c'est à l'hôpital vous retrouvez. Donc les parents, je leur demande de faire attention, de chuchoter ces enfants-là. J'ai très souvent dit, ce sont des enfants qui doivent être nés dans les familles riches, mais malheureusement, c'est une maladie africaine, bon, peut-être pas, mais il faut les chuchoter. J'ai appris aussi par les médecins qu'il faut donner beaucoup d'eau à boire, il faut les hydrater. Il faut hydrater ces enfants-là, il faut en prendre soin. Ce sont nos enfants, ils n'ont pas demandé à venir, c'est vous. Et donc, il faut être responsable. Alors, les jeunes, pour les jeunes, en âge de procréer, je vous en supplie, faites le test. L'amour, c'est bon, mais vous n'êtes pas que deux. Et on est appelé à procréer. Et si vous êtes amoureux, allez-y d'abord faire le test avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet de cette histoire d'amour, pour ne pas être désamoureux plus tard. Parce qu'après, c'est la fuite, comme vous avez dit, c'est la haine, c'est les pleurs. Et c'est pas gai. Et c'est les hôpitaux tout le temps. Voilà, tout le temps. Ouais. Quand tu touches ton argent, après, si tu vas, tu reviens, c'est l'autre que tu retournes avec, et ainsi de suite, et tu n'économises jamais rien. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas une bonne chose. En tout cas, Karine For All lutte au quotidien avec ses actions, ses œuvres. Bravo à vous, en tout cas, et bon vent. Espérons que les gens nous écoutent et que les gens comprennent qu'il faut faire très, très, très attention. Donc, si vous avez déjà ces cas-là, malheureusement, c'est les choses qui arrivent. Mais si vous n'avez pas encore commencé, en tout cas, faites attention et surtout allez faire les tests. Le test, il faut absolument. De l'hémoglobine. Donc, il faut insister là-dessus. Parce que moi, je ne suis pas docteur, je ne suis pas de corps médical, mais peut-être quand on le dit, ils comprennent, mais peut-être non. Mais quand vous le dites, peut-être ça passe mieux. Mais il faudrait que les gens comprennent que ce test-là est impératif avant de rentrer dans une histoire de couple. De toute façon, la sensibilisation, c'est la répétition. Ah oui, non. Là, moi, je me suis dit, c'est ma mission. Et c'est une mission que je laisserai jamais jusqu'à ma dernière goutte parce que je souffre de ça. Oui. Mon enfant, il m'écoute cher. Bon, heureusement, moi, j'en ai pour faire ce que j'ai à faire. Mais c'est pas tout le monde qui... Oui. Donc, il faudrait pas créer cette histoire. Il faudrait vraiment pas créer cette histoire. Il vaut mieux pas avoir des enfants que d'avoir un enfant de cette maladie. Merci beaucoup, Madame Stone. On a deux petites questions pour tout le monde. Monsieur Kodjo, on va commencer par lui, bien sûr. Monsieur Kodjo qui dit qu'il a son enfant qui est drépanocytaire, que lui, il a déjà eu un enfant quand il était déjà sur les bancs de l'école, mais que cet enfant-là n'est pas drépanocytaire. Donc, que là, son enfant actuel est drépanocytaire, donc il ne comprend pas du tout d'où ça vient. Et voilà, donc, messieurs, mes docteurs, monsieur docteur Omé, dites-moi... Je laisse la parole au docteur Omé pour apaiser les craintes du monsieur. Monsieur Kodjo. Okay. Alors, j'avais déjà expliqué que quand on classe la drépanocytose, on parle de certaines formes qui sont asymptomatiques. Oui. Et j'ai évoqué la forme AS. Alors, quand je suis de forme AS, je n'ai pas la maladie. Bon, j'ai la maladie à l'intérieur, mais je n'ai pas les manifestations de la maladie. J'ai généralement pas de douleur, pas d'anémie, ou bien c'est une toute discrète anémie qui ne me dérange pas. Je n'ai pas de signes. Ouais. Alors, quand je n'ai pas de signes, le seul moyen de savoir si j'ai la maladie ou pas, c'est le dépistage. Okay. Quand on n'a pas de signes, c'est qu'on va faire un dépistage. Quand on a déjà les signes, on va faire un diagnostic.
Ok. Donc, quand j'ai pas de signe, je dois aller faire mon dépistage pour savoir est-ce que je porte les gènes ou pas. Et Madame Stone vient de le dire, c'est ce qui va me permettre de choisir de façon éclairée mon ou ma partenaire. Parce que le simple fait de dire que je ne suis pas malade, ou bien dans ma famille il n'y a pas de malade, ça ne veut rien dire en termes de drépanocytose. Il faut faire le dépistage. Ça, c'est la première chose. Alors, ces craintes viennent du fait qu'il a eu un premier enfant qui n'est pas malade. Oui. Qui a AA. Je ne sais pas s'il a fait l'électrophorèse de cet enfant-là. J'en doute. Parce que s'il connaissait déjà l'électrophorèse, il connaîtrait pour lui d'abord et pour la mère de son enfant actuel. Donc, je doute qu'il l'ait fait. Mais ce qu'on va leur conseiller d'abord, c'est ça. Il faut que lui, en tant que père, il connaisse son statut de hémoglobine et qu'il connaisse aussi celui de la mère de l'enfant. C'est là qu'on peut savoir si ces craintes sont justifiées ou pas. Oui, parce que là, il est en train de tout mettre sur la maman. Exactement. Parce que le fait d'avoir eu un enfant non malade pourrait juste dire que peut-être qu'il porte le gène, mais pas la femme avec laquelle il a eu le premier enfant. Donc l'enfant qui est né, soit il porte le gène, aussi comme son père, mais sans signe, ou soit il ne porte pas. Parce que en fait, c'est des combinaisons. Si je suis AS, je me mets avec AA. AA, c'est ce qui est normal. AS, moi je porte le gène, c'est des combinaisons. Quand j'envoie le A, elle envoie le A, ça fait AA. J'envoie le S, elle envoie le A, ça fait AS. Donc c'est des petites combinaisons qu'on fait. Donc sans connaître son statut et sans connaître celui de la mère de son enfant actuel, on ne peut pas se prononcer et donc il ne peut pas justifier ces craintes-là. Il faut donc qu'il fasse son électrophorèse, que la maman aussi ait son électrophorèse, et là on verra si cette combinaison-là est possible. D'accord. Une deuxième question pour Dr Kumako. C'est Madame Ayawa qui dit que son enfant de 15 ans fait des crises à répétition. Donc comment faire pour éviter que ça aille sur les complications Bon, j'espère que c'est des crises de drépanocytaire, pas des crises d'épilepsie, puisque habituellement en neuro, nous, quand on parle de crise, non, on parle de drépanocytose, nous allons directement aux crises d'épilepsie. Donc je pense que c'est des crises on parle de drépanocytose. Donc pour éviter, comme je l'avais dit dans mes propos, cet enfant doit avoir un suivi avec les hématologues. Docteur Omé là, et il faudrait qu'on aille le voir régulièrement, quoi. Et quand vous allez le voir, c'est sûr que votre enfant se portera à merveille parce que Docteur Omé a les meilleures compétences, il a les doigtiers pour pouvoir gérer toute cette histoire de crise à répétition. Déjà, quand la crise devient répétitive, c'est que vous êtes déjà abonné à l'hôpital. Pour éviter que vous ne soyez abonné à l'hôpital, allez vous faire suivre et allez voir les spécialistes de la chose. Ils vont vous régler ça et l'enfant va avoir une vie comme tout autre enfant, pour éviter que chaque fois cet enfant ne soit connu par tous les médecins. C'est un peu désagréable. Donc tout ce que moi je propose à Yawa, c'est de voir l'équipe de Dr Womé pour qu'on puisse gérer ces crises-là, pour éviter que cet enfant demain ne fasse une épilepsie ou bien ne fasse un AVC qui sera dommageable pour son avenir, ou bien ne fasse une encéphalopathie. Alors. Quand on parle, le médecin vient de parler d'être abonné à l'hôpital. D'être abonné à l'hôpital, c'est pas aller danser à l'hôpital, c'est pour amener son enfant à l'hôpital avec de l'argent. Alors, quand on est abonné à l'hôpital, il faut que tu sois abonné à la banque aussi. C'est ça. Pour que tu puisses amener l'enfant avec l'argent. Pour éviter tout ça, allez faire le test. C'est ça, choisissez vos partenaires comme il se doit. Leur ajouter quelque chose? Oui, quand même donner quelques conseils pratiques. Oui. Quelques conseils pratiques quand même. C'est qu'il faut savoir que les crises sont généralement déclenchées par des facteurs. Alors, quand on veut éviter de faire des crises à répétition, il faut éviter ces facteurs-là. Je vais en citer certains rapidement. Oui. Il y a le froid, par exemple. En période de froid, comme il est actuellement avec les pluies et tout ça, l'enfant doit être bien couvert, bien tenu au chaud. On ne va pas avoir un enfant drépanocytaire qui va aller jouer sous la pluie, par exemple. Secondo, c'est la déshydratation. C'est pour ça qu'on a parlé de boire beaucoup d'eau. Oui. Il faut qu'on évite la fièvre à ces enfants-là. Donc, l'hygiène de vie doit être correcte. L'enfant doit dormir sous moustiquaire pour éviter un paludisme, etc. C'est des enfants chez qui le stress aussi déclenche la fièvre. C'est dans le cas, par exemple, quand ils sont énervés, ils sont stressés, par exemple. Donc, c'est des petites mesures qu'on peut adopter en tant que parent, en tant que patient drépanocytaire. Mais au-delà de tout ça, comme le professeur vient de le dire, c'est un suivi médical régulier qui permet de prendre les mesures préventives et également de pouvoir suivre et de dépister les complications à temps. Merci beaucoup, docteur. On arrive à la fin de l'émission. Lorsque l'enfant est suivi, les parents ne peuvent pas oublier la manière dont
ils doivent prévenir les crises parce que chaque fois on leur rappelle. Et donc, c'est ça. Puis c'est vrai, durant l'émission, on en a parlé. Là, malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Oui, seulement qu'ils vont l'oublier. Mais quand ils vont à l'hôpital, on va leur rappeler ça régulièrement. Exactement. En tout cas, un grand merci pour vos questions. Merci si vous aussi vous souhaitez intervenir dans cette émission. N'hésitez surtout pas. Un seul numéro, le +228 93 91 08 20. Et puis, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre page YouTube. Vous allez sur la page YouTube de New York TV, dans la playlist, et vous allez choisir Direct Santé et vous allez nous retrouver. Nous sommes là au quotidien. Tout est là. Vous pouvez revoir les émissions. Grand merci, professeur. Merci beaucoup, docteur Homé. Merci beaucoup, Madame Stone. Et puis, merci à notre partenaire Voltic. Merci à Clésso Fofo à la régie. Et puis, un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission. On se retrouve demain. Bye bye.